vous énervez pas. Petite mise au point sur ce qu'on appelle la cancel culture, parce que il y a beaucoup trop de bêtises qui sont dites un peu partout depuis longtemps. Alors, la cancel culture, ça désigne un phénomène contemporain dans lequel des individus ou des groupes sont critiqués, boycottés ou marginalisés en réponse à des propos ou des actions qui sont jugées offensantes, immorales ou problématiques. À l'ère des réseaux sociaux, ça peut se traduire par des appels au désabonnement, à la perte de collaboration professionnelle ou à un rejet public. Ce phénomène se veut souvent une forme de responsabilisation. Les actions ou discours jugés nuisibles rencontrent une opposition collective et il y a une sorte d'éducation populaire générale sur ce dont on ne veut plus. C'est critiquable, mais c'est comme ça. C'est une même manière de le présenter. Comme tout phénomène collectif, on rencontre des abus, des radicalisations, des récupérations, des imbéciles. Il y a des gens qui se comportent mal et se drapent de vertu pour essayer de bousiller la vie de quelqu'un qui ne leur revient pas. Je sais très bien que ça existe, je le sais sans doute mieux que vous, je l'ai expérimenté de première main. Ok ? Mais malgré tout, il y a autour de cette cancel culture, certes dérangeante et pénible parfois, une quantité folle d'hommes de paille. La cancel culture est souvent caricaturée comme une chasse aux sorcières moderne, où une armée de justiciers en ligne détruirait des vies à la moindre maladresse ou à la moindre divergence d'opinion. C'est très pratique ça pour éviter d'écouter ceux qui lancent les alertes, mais ça empêche de comprendre et ça énerve tout le monde en produisant un phénomène que les anthropologues appelleraient, je crois, le sbeul. J'aimerais faire 3 clarifications et vous pourrez compléter ou commenter dans la section commentaires dans laquelle j'espère que vous allez vous comporter bien les uns avec les autres avec une grande tolérance à la contradiction. 1. La cancel culture n'est pas la censure institutionnelle. Contrairement à une véritable censure exercée par l'État ou des institutions, la cancel culture est une réponse sociale ou communautaire. Une personne peut perdre en popularité ou en opportunité économique, mais elle conserve son droit de s'exprimer. En comparaison, la censure institutionnelle empêche une idée ou une œuvre d'exister, souvent par la force ou par des restrictions légales. Ok ? Deuxième nuance importante, deuxième caricature pénible, la cancel culture n'est pas une éradication définitive. La caricature veut que la cancel culture soit une condamnation irrémédiable, une mort sociale. Pourtant, regardez bien, on constate que de nombreuses figures qui seraient cancellées, qui se disent cancellées, continuent de travailler, de publier, de produire des spectacles, parfois même avec un succès accru auprès d'un public sympathisant. La réalité est donc souvent moins dramatique que toutes ces caricatures veulent nous le faire croire. Alors bien sûr, parenthèse, cela implique que l'on se souvienne partout que les gens ont le droit de changer. C'est parfois un peu oublié par des rageux qui vont s'acharner sur un pauvre type qui a eu dit de la merde il y a 10 ans et qui devrait, depuis, ne plus avoir le droit de rien dire d'autre que « pardon, je suis désolé pour cette chose que j'ai dite il y a 10 ans ». Bon, voilà, ce type d'extrémisme-là, oui, il existe et non, c'est pas défendable. Et 3, la cancel culture est une réaction à un déséquilibre de pouvoir. Ce phénomène émerge souvent pour dénoncer des comportements ou des propos perçus comme oppressifs venant de figures ou de structures dominantes. Et tout est là, en fait. On n'est pas en train de s'acharner normalement sur un pauvre mec là qui est dans la rue, qui fait une bêtise. On parle de personnes qui sont en situation de pouvoir et qui ne sont pas habitués à ce qu'on leur réponde. Mais ça, je viendrai plus tard. Donc, contrairement à l'idée, à l'image comme ça d'un tribunal tyrannique, en général, il s'agit de tentatives de rendre audible une critique qui, historiquement, n'a jamais eu de place. Ok ? La censure, ça existait, l'inquisition, ça existait, la chasse aux sorcières, ça existait, et c'était pratiqué par des gens qui avaient le pouvoir. Les vents tumultueux de la panique autour de la cancel culture semblent ignorer une réalité historique pourtant évidente.
le contrôle de la parole et la marginalisation de certaines voix ont toujours existé. Pendant des siècles, des groupes entiers, femmes, minorités ethniques, religieux dissidents, ou encore des classes populaires, faites votre choix, ont été contraints de se taire. Leur expérience et leurs opinions étaient systématiquement ignorées ou ridiculisées, bien avant que quiconque ne parle de cancel culture. Et moi, c'est là que je la vois, la vraie cancel culture, finalement. Si on veut comparer les mérites des uns et des autres, il y a des groupes idéologiques qui, depuis bien longtemps, pratiquent ce type d'extermination de la parole opposée. En fait. Même à une époque récente, souvent considérée comme un idéal, comme un âge d'or de la liberté d'expression, la censure existait. En fait, ça a toujours existé. Dans la France, par exemple, des années 70 et 80, si Coluche ou des proches pouvaient parfois braver les normes, et ils l'ont fait, et je les salue pour ça s'ils me regardent, ils évoluaient aussi dans un cadre où ils étaient régulièrement censurés, sanctionnés, virés, etc. Même de leur temps, la parole dominante restait celle des hommes blancs, bourgeois, et les minorités avaient peu d'espace pour s'exprimer et encore moins pour répliquer. Le pouvoir de canceller au sens d'effacer ou de discréditer était alors entre les mains des élites culturelles, politiques ou économiques, et là seulement. Aujourd'hui, ce qui dérange, c'est que ce pouvoir s'équilibre, les choses changent, et ça peut gêner des gens. Des voix historiquement marginalisées se font entendre et bousculent les privilèges établis. Les critiques ne viennent plus seulement d'en haut, d'une petite caste de gens qui se donnent la parole les uns aux autres, mais d'un public plus large et plus diversifié. Les élites culturelles, habituées à parler sans jamais être contredites, ressentent cela, et on peut les comprendre, c'est humain, on peut être charitable avec ces gens, comme une perte de pouvoir, et ils voient une attaque contre leur liberté. D'accord. Et comme par réflexe, on entend Michel Onfray et Éric Zemmour répéter partout dans tous les médias, tous les jours, que c'est vraiment trop dur pour eux de n'avoir plus rien le droit de dire nulle part. Et on sent bien qu'il y a un petit peu d'overreact. Un peu trop d'émotion, finalement. Alors, des gens comme Onfray ou Zemmour, j'ai pris, mais c'est pas les seuls, bien sûr. Soit ils sont sincèrement couillons de ne pas comprendre ce qui se passe, soit c'est un calcul qui mise sur le fait que le public, vous allez vous ranger de leur côté s'ils se victimisent suffisamment au lieu d'essayer de répondre à la substance des critiques qui leur sont adressées et qui risqueraient peut-être d'apparaître justifiées si on l'écoutait. Et donc peut-être que s'ils ne sont pas totalement couillons, c'est qu'ils vous prennent pour des cons. Enfin moi aussi, nous. Ils nous prennent pour des cons. C'est possible. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que être chahuté sur les réseaux sociaux ou critiqué dans un débat public, ça n'est pas comparable à de la censure systémique et institutionnalisée. Ce n'est pas une mise à l'index comme au temps de l'Inquisition. Allez faire un tour à l'époque, la parole à l'époque, lorsqu'on était dissident, pouvait vous coûter votre carrière, mais aussi votre liberté, mais aussi votre vie. On n'en voit plus les gens croupir à la Bastille. Je ne dis pas que c'est parfait, mais le pouvoir se rééquilibre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un ajustement. Ceux qui étaient protégés par leur position privilégiée découvrent qu'ils peuvent désormais être contestés. On a le droit de les critiquer, voire de leur dire que leur parole ne vaut rien et qu'on aimerait qu'ils se taisent. Peut-être un peu de temps en temps. Alors plutôt que de se crisper, il serait sans doute plus constructif de comprendre cette dynamique et de la voir comme une opportunité. Plus de diversité dans les opinions, même inconfortable, enrichit le débat démocratique. C'est pas comme si la démocratie se portait assez bien pour qu'on s'en passe. La vraie menace à la liberté d'expression, ce n'est pas qu'on vous dise que vous avez tort ou qu'il serait dommage qu'on n'entende que votre avis à vous sur une question où vous n'avez pas de raison d'en savoir plus que les autres, en fait. La vraie menace, c'est de croire que seuls certains ont le droit de parler sans jamais être remis en question. Voilà, la cancel culture est donc un phénomène complexe, plus que ce que je viens de dire, et donc allez vous renseigner, il y a des gens qui en parlent bien. Mettez des références dans vos commentaires, n'hésitez pas, c'est le lieu, pour que tout le monde puisse apprendre des choses.
Cette cancel culture, si elle peut engendrer des excès, des malentendus, de la crispation et des conflits inutiles, il y en a plein, la réduire à une vague de purge culturelle totalitaire relève de l'épouvantail. Ce que certains perçoivent comme un tribunal populaire est souvent qu'une évolution naturelle d'une société où davantage de voix peuvent enfin s'exprimer et contester. Et donc, en guise de conclusion, j'ai presque envie de vous dire, mais je ne sais pas si j'ai le droit de le dire sans qu'on me cancelle, mais j'ai quand même tenté de le faire. Quand on dit de la merde, il faut supporter la critique. Des bisous, à bientôt.